Yo les bros, c'est Goji et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 1031 de One Piece. Un chapitre qui, je vous le rappelle, était particulièrement attendu après l'annonce des éditeurs d'Oda disant que l'on atteindrait le climax de la guerre d'Onigashima. Alors est-ce réellement le cas? Eh bien les sujets de cette review sont des plus passionnants avec Law, Kid et Big Mom continuant leur combat pour le trône. Le CP0 passe enfin à l'action contre Robin et surtout Sanji qui devient l'être ultime de la science à sa manière. J'en profite pour vous annoncer qu'avec JD World, on vous fait gagner ce magnifique Shonen Jump comportant justement ce chapitre. Pour ça, rien de plus simple, rendez-vous sur Twitter pour tenter de participer au concours. Merci à tous pour votre soutien de malade, je vous le redis, mais n'hésitez pas à bombarder les likes, ça m'aide incroyablement dans le référencement. Cette fois-ci, je m'adresse aux visiteurs de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines sorties. La review commence après un très court placement de produit, merci encore à tous. Et à tout de suite. Avant que cette vidéo ne commence, laissez-moi vous présenter à nouveau un certain jeu que vous connaîtrez peut-être, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Effectivement, ça fait longtemps. Raid Shadow Legends est un RPG sur mobile à l'immense communauté cumulant plusieurs millions de joueurs à travers le monde. Un monde médiéval et heroic fantasy dans lequel vous allez collectionner plus de 600 champions uniques en leur genre pour venir à bout d'une pléthore de boss tous autant spéciaux, comme par exemple Sir Galaros, le gardien du donjon des arcanes. Loin des dragons et autres boss sanguinaires, Galaros lui se contente juste de conserver les écrits arcaniques si précieux et sacrés. Un bon gars qui mérite une bonne augmentation par son patron. Pour le vaincre, lui et les autres, vous allez devoir créer votre propre équipe et comme je le disais, c'est pas le choix qui manque. Que ce soit Tenazil, Lydia ou encore Jintoro qui est mon gros coup de cœur, tous sont obtenables pour créer la team qui vous correspond. Grâce à elle, vous pourrez affronter d'autres joueurs dans l'arène, terminer un maximum de donjons et rafler leur butin, ou bien vous frayez un chemin parmi les meilleurs joueurs de votre clan. Ce mois-ci, encore de nombreuses nouveautés sont dévoilées dans Raid, des événements spéciaux tous les jours, ainsi qu'une multitude de nouveaux champions. Ce n'est pas tout puisque la bague du gardien fait son apparition et pourra vous permettre bon nombre d'exploits, comme par exemple obtenir des champions légendaires que vous auriez manqué par le passé, ainsi qu'une nouvelle façon de mettre à niveau vos champions actuels préférés. Pour simplifier, que ce soit les anciens ou nouveaux joueurs, tout le monde y trouvera son compte. Et si justement vous voulez faire partie de ces nouveaux, ça tombe bien, avec le lien dans la description ou même en scannant ce QR code, vous commencerez votre aventure avec un avantage considérable en récupérant le champion épique Shonoru, 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un incroyable champion une fois en jeu. Ce fabuleux butin vous attend ici même et dépêchez-vous car ces récompenses ne seront disponibles que pour les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Alors maintenant n'hésitez plus, on vous attend en jeu. Merci à vous et à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ce chapitre reprend la fin du précédent. Rappelez-vous, Law et Kid avaient utilisé et dévoilé exceptionnellement l'éveil de leurs fruits pour combattre Big Mom. Des pouvoirs d'une ampleur et d'une puissance absolument incroyables ont affecté la Yonko comme elle ne l'a jamais été. C'est d'ailleurs ce qu'elle ira révéler dans ce chapitre, elle n'a pas senti une telle douleur depuis des décennies. Effectivement, depuis la mort de Roger qui a récupéré son Rod Poneglyph et la guerre de God Valley il y a 38 ans, Big Mom n'a semble-t-il affronté personne à sa hauteur et suffisamment puissant pour ébranler son pouvoir. La nouvelle génération, elle, est déterminée à faire chuter ceux qui trônent en roi sur le nouveau monde, quel qu'en soit le prix à payer. Et vu l'état catastrophique dans lequel se trouvent Kid et Law, le prix semble en être cher. Une brève interaction a lieu entre les deux supernovas, le chirurgien de la mort s'étonnera de la nature de l'éveil du Jiki-Jiki no Mi et de sa capacité à donner à ses adversaires la force magnétique d'un aimant. Évidemment, Kid se gardera bien de révéler tous ses secrets, n'oubliant pas que face à lui se trouve celui qui redeviendra son rival à la fin de cette guerre cataclysmique. Malgré tout, la question de Law a également attiré mon attention. À quel point le Jiki-Jiki no Mi peut être puissant. Il semble que le pouvoir d'attraction qu'il peut dégager est largement suffisant à en juger l'état dans lequel s'est trouvé Big Mom. Mais un autre secret pourrait finalement se cacher derrière l'éveil des fruits du démon. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière, mais si les fruits du démon n'avaient pas un pouvoir ensommeillé, mais plusieurs. C'est l'OPOP no Mi de Law qui me fait poser cette question, ce fruit du démon étant capable d'octroyer le pouvoir ultime de la jeunesse éternelle en échange de la vie de son utilisateur. J'ai longtemps pensé que cette technique était directement liée à l'éveil de ce fruit du démon, mais le dernier chapitre nous a prouvé le contraire. C'est pourquoi j'en viens à cette conclusion, et si les fruits du démon avaient tous un pouvoir ultime, bien précis, différents de leurs éveils. Ce qui pourrait justifier l'un des plus grands mystères que l'arc de Wano Kuni aura révélé, le Gomu Gomu no Mi possédé et recherché par le gouvernement mondial il y a de cela plusieurs décennies. Chapitre 1017. Uzu révèle à Jinbei son tragique passé, emprisonné après avoir perdu le Gomu Gomu no Mi que le gouvernement mondial lui avait chargé de transporter. Difficile de réaliser qu'un tel fruit du démon, bien moins intéressant sur papier que beaucoup d'autres, puisse être tant désiré par l'instance gouvernant le monde. Et bien avec encore plus de recul, avec cette théorie en tête d'un pouvoir caché surpuissant des fruits du démon, il n'est
pas improbable que le Gomu Gomu no Mi ait une capacité ultime absolument spectaculaire que n'importe qui pourrait rechercher à l'image du OP no Mi. Une technique évidemment bien différente de l'éveil de ce fruit qui aurait conféré au gouvernement un pouvoir insoupçonné qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Après cette post-théorie, Big Mom, elle, n'attend pas un seul instant pour prendre sa revanche sur ses deux adversaires et dévoile à son tour de nouveaux pouvoirs inconnus jusqu'à ce jour. Elle utilise son emblématique Soul Pocus, une technique propre à son Soru Soru no Mi qui retire l'âme et l'espérance de vie de tous ceux ressentant de la peur envers elle. C'est le cas des sbires de Kaido, assistant impuissants à ce combat d'anthologie, ne pouvant résister à l'attaque de Big Mom, se voyant donc leur âme retirée. Elle s'en servira pour créer de nouveaux Omis avec les débris métalliques environnants, formant une armée sous ses ordres. Mais elle ne s'arrête pas là et utilise son pouvoir d'une façon exclusive à ce jour en retirant une année de sa propre espérance de vie pour l'assimiler et gagner encore plus en puissance. Puisqu'elle a atteint sa limite naturelle, ce n'est qu'en utilisant ce stratagème qu'elle pourra augmenter sa force en sacrifiant sa propre vie. Ses Omis et elle deviennent encore plus massifs, ses yeux s'enflamment et c'est un véritable démon qui se retrouve devant eux. Trafalgar Law, Eustace Kid, Luffy au chapeau de paille et comme vous êtes uniquement là pour ce trône, alors prenez-le si vous pouvez, le trône des Yonko. Les mots de Big Mom résonnent encore dans Onigashima, faisant écho aux différents discours de Barbe Noire ou bien encore de Doflamingo qui ne voient la suite de l'histoire qu'à travers une guerre pour le trône. Mais alors de quel trône s'agit-il? Est-ce ce fameux trône vacant au centre de Maréjoise représentant la suprématie ultime sur le reste du monde, ou le trône des Yonko, les rois des mers, à l'origine de l'équilibre régnant au sein de la piraterie? Ici, dans ce chapitre, Oda met en avant les places qu'auront Law et Kid contrairement à Luffy. Eux combattent actuellement pour le trône de Yonko, le titre des empereurs, tandis que Luffy le fait pour celui du roi des pirates. Cette fameuse sensation que ces deux supernovas soient les deux futurs empereurs des mers quand Luffy deviendra lui le pirate ultime de Grand Line est encore plus marquée qu'elle ne l'a jamais été. Mais pour ça ils devront vaincre ce monstre face à eux, vaincre ce monstre pour la faire chuter de son trône comme le dit Kid, mais également pour apprendre l'histoire comme le dit Law. Des paroles nous ramenant au chapitre 996 mettant le supernova face au poneglyphe d'Onigashima, là où pour la toute première fois, l'histoire du monde et d'Eddie intéressa quelqu'un d'autre que Nico Robin. Va-t-il lui aussi apprendre le langage des poneglyphes? Comptera-t-il sur Robin pour lui révéler les textes antiques de ces stèles? Il semble qu'Oda redirige petit à petit Trafalgar Law vers son nouveau but. Alors qu'il a passé la plus grande partie de l'histoire de One Piece à pourchasser et défaire Doflamingo et le business parallèle des Smiles de Kaido, sa collaboration avec les Mugiwara touche bientôt à sa fin. Cependant, depuis son arrivée sur Wano Kuni et après avoir touché du doigt l'accomplissement final de son but, Law s'étonne de vouloir découvrir le véritable destin que l'on prête au porteur de la lettre du Di. Alors comme une ultime pensée envers son sauveur Corazon, son objectif est désormais de connaître son vrai rôle au sein de ce monde et de cette histoire. Une partie très courte désormais me tend à l'honneur Apu, Drake et Yamato. Drake finit par se ranger définitivement du côté des Mugiwara, comme on pouvait largement s'y attendre. Il souhaite honorer la promesse qu'il a fait à sa nouvelle alliance et engage alors un nouveau combat contre Apu. Yamato fait également son apparition tout en prenant conscience de la situation entre ces deux-là. Rien de très intéressant si ce n'est qu'Apu Scratchman contrôle bel et bien les Numbers qu'il envoie à la poursuite de Yamato qui seront eux-mêmes poursuivis par Drake. Un éventuel duo Yamato-Drake risque de voir le jour pour à la fois combattre les Numbers et Apu. Une autre scène beaucoup plus intéressante cette fois-ci montre Brook et Robin fuyant le CP0. Ils passent enfin à l'action. Nous les avons vus commencer à bouger dans le dernier chapitre. Aujourd'hui, c'est avec l'ambition de capturer Robin qu'ils se dirigent vers elle. D'après la rescapée d'Ohara, les agents portant un masque sont considérés comme spéciaux même au sein du CP0. Il y a donc une hiérarchie bien spécifique et un secret caché par ces mystérieux personnages ne dévoilant pas leur visage. Est-ce parce que nous les connaissons? Nous, je n'en suis pas sûr. Mais eux, notamment Robin voire Brook, ne m'étonnerait pas. Sur Onigashima, une partie du passé de certains Mugiwara a refait surface. Luffy avec l'histoire du Gomu Gomu no Mi capturé par le gouvernement, Sanji avec la science et le Germa, Zoro avec Ryuma et les Shimotsuki, et même Nico Robin et Ohara dans son combat contre Black Maria. Ma question est simplement si ça continuait, et si le passé d'autres Mugiwara se verrait en partie dévoilé en cette fin d'arc. C'est à Brook que je pense particulièrement, lui bien connu du gouvernement en étant l'un des plus vieux pirates actifs à un passé des plus mystérieux. Avant de se lancer dans la piraterie, il était le chef d'un convoi de bataille dans un certain royaume encore inconnu à ce jour. Un royaume qui, en connaissant à peu près la façon de faire d'Oda, devrait avoir une importance dans le monde de One Piece. Ma théorie est donc la suivante, le chef du CP0 va reconnaître Brook. Le reconnaître parce qu'il le connaît personnellement ou parce qu'il a une info à son sujet. Mais il se pourrait bien qu'une partie de son passé soit révélée très prochainement
à l'instar des autres Mugiwara que je vous ai cités. En tout cas, quelqu'un devra sans doute la sauver. J'ai pensé à ce que justement ce soit Yamato et Drake puisqu'ils sont très proches. Un face-à-face de l'espion de la marine, membre du SWORD, contre le CP0 Aegis. L'épée contre le bouclier, un parallèle bien trop intéressant qui risquerait de dévoiler des informations inédites concernant les branches d'élite de la marine et du gouvernement mondial. Nous passons enfin au plat de résistance qui est à nouveau Sanji après plusieurs chapitres consécutifs. La conclusion de ce chapitre signe également le début de la fin de son combat contre Queen, mais plus encore, un changement des plus choquants chez notre cher gentleman, il aurait frappé une femme. Alors qu'il courait à travers le palais pour échapper à son combat contre Queen, dans les derniers chapitres, nous le retrouvons aujourd'hui désemparé après s'en être pris vraisemblablement à une geisha. Tout porte à croire que Sanji a brisé sa première et ultime règle, ne pas lever la main sur une femme. Surtout qu'il ne s'agit pas là d'une ennemie, ni d'un danger imminent, juste d'une pauvre Sibylle ayant subi le courroux d'un nouveau monstre de la science. Eh bien, rassurez-vous, si ma théorie est bonne, cette scène n'existe pas. Cette scène n'a pas lieu d'être. Cette scène est une pure invention, soit de l'esprit de Sanji, soit d'un pouvoir extérieur. Tout d'abord, Sanji se trouve actuellement dans le domaine de Black Maria, un personnage qui, comme je le mentionnais plus tôt, a créé des illusions chez Nico Robin, lui faisant voir les personnes qui comptaient pour elle dans le passé. On sait que Black Maria est actuellement KO, mais on sait également que les Zoan ont une capacité de régénération incroyablement élevée. Elle aurait pu revenir aider Queen en utilisant cette mystérieuse brume des illusions. La théorie se tient bien, elle se tient très bien même, et nous rassurerait, Sanji ne serait pas un monstre. Sauf si tout était vrai. Sanji s'en serait vraiment pris à une femme, innocente et sans défense qui plus est. Sanji se serait transformé en un être sans émotion, proche des autres Vinsmoke, et l'ultime indice pour nous faire penser une telle chose ne serait ni plus ni moins que le sourcil de son œil gauche ayant changé de place pendant tout le chapitre. Vous l'avez peut-être remarqué au premier coup d'œil, peut-être pas, mais durant l'intégralité de ce chapitre, et uniquement dans ce chapitre, le sourcil vrillé de Sanji n'est plus à sa place originale. La spirale est inversée et se retrouve désormais en haut de son arcade. Est-ce une erreur d'Oda ou de ses assistants? Oui, ça pourrait être le cas, c'est déjà arrivé, mais il est très rare qu'une erreur de cette envergure soit faite et répétée autant de fois dans un chapitre, alors que Sanji est justement dessiné dans un flashback avec le sourcil à la bonne place. Mais le plus intriguant dans tout ça, c'est qu'il s'agit exactement de l'emplacement des sourcils de ses frères qu'il déteste tant et qu'il craint tant de ressembler depuis plusieurs chapitres. Alors, c'est peut-être le cas. Sanji se transforme véritablement à cause de cette rétuite qui est à l'origine de l'éveil du pouvoir de son corps, comme je vous l'avais dit dans la review du chapitre 1023. L'un des effets de cette transformation serait alors la perte de la mémoire, le changement du sourcil et d'autres pouvoirs que nous verrons plus tard. Car malgré tout, Sanji ne renonce pas à toute son humanité et ira au contraire rejeter la science en brisant face à Queen absolument choquée sa rétuite. Sanji vient de réaliser dans ce chapitre ce que j'attendais le plus depuis des années, briser ce power-up. Le Red Suit a été une expérience des plus intéressantes sur plusieurs aspects, et je craignais de voir le personnage qui était devenu mon préféré par sa simplicité se transformer en Power Rangers ou en Kamen Rider à chaque combat. Alors même si je ne sais pas réellement s'il s'agit du vrai Sanji ou non, d'une illusion ou de la réalité, en tant que fan de ce personnage, je suis juste heureux de le voir prendre cette direction après tant d'années. Toujours en partant du principe qu'il se transforme, Sanji prend l'étrange mais néanmoins justifiée décision de contacter Zoro avec un Denden Mushi qu'il lui avait préalablement donné. Cette discussion sera très simple, avec la perte de confiance que Sanji ressent et le monstre incontrôlable qui pourrait surgir. Il demande à Zoro de le tuer si sa raison venait à disparaître, ce qui ravira évidemment son rival, pourtant en plein combat contre King. Cette promesse, pleine de symbolique malgré leurs différends, risque cependant de ne pas avoir lieu d'être. Il est très peu probable qu'à la fin de Nigashima, après tous les combats qu'ils ont menés, Zoro et Sanji ait encore une once d'énergie pour se déplacer et entamer un énième combat. La transmission du Denden Mushi est coupée, Sanji peut enfin terminer ce qu'il a commencé. Toujours face à Queen, il disparaît en un fragment de seconde pour réapparaître enflammé, clôturant ce chapitre avec un Hell Memories infernal enflammant le corps de Queen. Un mois, il y a presque un mois dans le chapitre 1028 que je vous avais théorisé l'utilisation prochaine du Hell Memories de Sanji face à Queen. La manière du Hell Memories face à Wadatsumi ayant enflammé le corps massif de l'homme poisson, un nouveau Hell Memories prendrait place dans son combat contre Queen, enflammant la calamité avec un feu impossible à éteindre, fragilisant la peau si résistante du dinosaure. Les souvenirs infernaux qu'il aurait ne seraient cette fois-ci pas liés au Okama, mais plutôt à son enfance solitaire et rejetée au sein de sa propre famille. Aujourd'hui, c'est confirmé, cette attaque a une importance bien plus cruciale qu'on ne le pense dans le développement de Sanji, qui parvient à utiliser ses traumatismes, des plus ironiques aux plus sérieux, pour les convertir en une force colossale. Pour autant, le mystère sur cette fin de chapitre est entier.
Qui est vraiment Sanji? Est-ce vraiment le même que nous avons toujours connu? Va-t-il réellement changer psychologiquement ou est-ce un effet illusoire propre au pouvoir de l'équipage au 100 bêtes? Toute cette partie j'ai pu vous la détailler plus ou moins grossièrement tant les scénarios sont à la fois nombreux et variés. Mais vous avez au moins mon idée globale sur ce que veut réellement signifier ces étranges scènes de Sanji. Ce qui m'intéresse surtout désormais est de savoir comment Sanji a-t-il pu disparaître devant les yeux de Queen. J'ai initialement pensé à une vitesse exceptionnelle, mais il semble qu'il soit capable d'utiliser son invisibilité et ce même sans avoir recours à l'arrêt de suite. Il aurait réalisé un de ses rêves en étant capable de devenir invisible grâce à la technologie du Garma, mais sans l'utilisation de cette capsule qu'il vient de briser. Son combat contre Queen est définitivement l'un des plus gros développements qu'il aura subi de toute l'histoire de One Piece. Cependant, le prochain chapitre pourrait d'ores et déjà signer la fin de ce combat légendaire. Merci à tous d'avoir regardé cette review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. Checkez la description pour me retrouver sur mes réseaux, likez la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Passez un excellent dimanche, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Peace les bros.